8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est le maire Les Républicains de Cannes et président de l'Association des maires de France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour David Lisnard. Merci, bonjour à vous. Lors de la panthéonisation hier de Joséphine Baker, le président de la République a déclaré « Ma France, c'est Joséphine ». C'est évident, c'est aussi la vôtre, cette France. Oui, Joséphine Baker, enfin pardonnez-moi de répéter des poncifs depuis quelques qui ont été à juste titre rappelés. C'est une belle vision de la France, d'une France fière d'elle-même, d'une France qui sait accueillir et qui sait assimiler, et d'une France qui sait être universaliste. C'est tout le contraire du wokisme, du racialisme, de ceux qui voudraient faire de Joséphine Baker de façon anachronique une combattante de minorité, là où elle était une combattante de l'universalité. Et c'est pourquoi d'ailleurs depuis des mois et des mois à la Cannes, nous soutenions l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. C'est pourquoi nous avons inauguré un grand espace public très qualitatif tourné vers la mer. Vous voyez le symbole, Joséphine Baker, avec deux de ses enfants, puisque un de ses enfants, un de ses fils était scolarisé à Cannes. Oui. Et voilà, donc c'est une grande figure française et c'est bien de savoir se rassembler autour de telles figures. Alors il y a cette France-là, et quelle est de votre point de vue la France d'Éric Zemmour, telle que décrite dans sa vidéo hier, vidéo d'annonce de candidature? La France, c'est un tout. La France, c'est du passé, du présent, de l'avenir. C'est une nostalgie, c'est de la conservation, c'est de l'innovation. C'est tout ça, la France. Et je pense que lorsqu'on est engagé dans la vie publique, et de surcroît, lorsqu'on prend une parole nationale, en tout cas, moi, c'est ce que, à mon niveau, qui est pas celui des personnalités que vous évoquez, mais j'essaie de porter, c'est de dire comment on se projette dans l'avenir en assumant notre passé, tout simplement. Mais justement, est-ce qu'il s'y est projeté? Hier, certains lui reprochent d'avoir fait une vidéo crépusculaire, lugubre. Est-ce que cette France-là est une nostalgie ou elle existe encore? Aux espérances de votre interrogation. C'est-à-dire que c'est une actualité et votre devoir est de l'évoquer. Moi, mon devoir, c'est de porter des convictions qui sont les miennes, avec des personnalités qui ont débattu. Je vous interroge sur la France. Pour moi, une des actualités. Est-ce qu'il faut la sauver? Est-ce que la France est en danger de mort, cette France-là? Est-ce qu'il y a une France d'antan, d'avant, qui est une nostalgie pour Éric Zemmour et qui n'existe pas? Il y a toujours une France d'antan, il y a toujours une France du présent, il y a toujours une France de demain, comme c'est pas valable pour tout, pour une entreprise, c'est valable pour un pays, c'est valable pour une œuvre. Enfin, c'est comme ça. Le tout, c'est je pense que on sent bien que nous sommes à un virage civilisationnel. C'est une des dialectiques de l'époque, c'est un des clivages de l'époque, et que moi, je crois que pour que la France soit présente dans le présent et dans l'avenir, il faut qu'elle sache se rattacher à ce qui a fait sa grandeur et sa force. Mais en étant dans le présent et dans l'avenir. C'est une France en couleur, quoi. Une France, pas une France noir et blanc, une France... la nostalgie est toujours un doux sentiment. Comme tout le monde, j'adore regarder les tontons flingueurs, les images de Jean-Paul Belmondo, etc. Les films de Sauté, Gabin, Bardot, comme tout le monde. Il faut que ça fait partie de notre patrimoine. Et tout Français, quel que soit son parcours, son origine, etc., doit se sentir dépositaire de ce patrimoine, comme de Voltaire, du Capet, de Clovis. Ok, très bien. Mais à un moment donné, on doit apporter une espérance commune. À vous entendre, c'est ce qui a manqué hier. Et les qualités, non, mais je suis pas commentateur. Voilà, je vous le dis d'emblée. Non, mais vous êtes responsable politique et les candidats à la présidentielle. Hier, l'actualité pour moi, il y a eu ça. Il y a eu aussi un débat avec des personnalités, je trouve, qui, de façon assez digne, ont montré une vision du pays, mais aussi une capacité à diriger le pays. Encore une question, monsieur Lisnard, parce que vous êtes à la tête de l'Association des maires de France. Ce sont les élus qui octroient leur parrainage, leur signature pour les candidats à la présidentielle. Si jamais Éric Zemmour, candidat, n'avait pas les 500 signatures, quoi qu'on pense évidemment de ces idées, est-ce que vous considéreriez que c'est un déni de démocratie? Alors, en tant que président de l'Association des maires de France, je n'ai pas à porter une telle considération, parce qu'elle pourrait être interprétée soit dans un sens, soit dans l'autre, comme une sorte de consigne qui serait bien malvenue. Les maires sont des citoyens, ce sont des citoyens parmi les citoyens. Et aujourd'hui, il y a un espace médiatique très grand à Éric Zemmour, et je pense qu'il a un espace politique, et donc il doit être dans l'espace démocratique. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais que de même... Il n'y a pas de consigne à donner. D'abord, il y a zéro consigne à donner, évidemment, puis alors, ce serait très très mal perçu à juste titre par les maires qui donnent leur pouvoir. Et ce sont des gens indépendants, c'est pour ça que j'aime la mairie, parce qu'on est indépendant. Et ensuite, manifestement, de même que des candidats qui sont d'extrême gauche ou d'autres, je pense, doivent pouvoir s'exprimer, participer au débat et concourir au scrutin. Ça me paraît logique lorsqu'il y a un espace politique. Eh bien, nous le verrons en bout de course. Cette candidature intervient, vous l'avez rappelé, David Lisnard, alors que depuis quelques minutes, le vote est ouvert pour désigner le candidat de la droite. Il faut évoquer toutes les actualités. C'est le premier tour du congrès LR. Ils sont de bonne facture, ces débats, de bonne tenue. Malgré tout, est-ce qu'il y a un thème qui a été oublié ou trop peu abordé ?
Vous avez raison de le dire. Alors, je suis pas objectif, je suis membre de LR, hein, donc je suis évidemment pas objectif. J'essaie de l'être quand même. Je trouve que ces débats ont été de très bon niveau, que les candidats, d'abord, se sont respectés entre eux. On aurait pu imaginer que pour se distinguer, ils se dénigrent. Ça n'a absolument pas été le cas, et c'est assez rare pour être souligné, tout en affirmant les choses. Et ensuite, c'était respectueux des téléspectateurs. Alors, c'est sûr que des personnes de gauche ne s'y retrouveront pas, mais je pense qu'au moins on peut reconnaître que c'était de bon niveau, à la fois dans le comportement et dans le contenu. Et sans marquer votre préférence. Et sur les thèmes, ce sont de l'actualité, mais au début, c'était très focalisé sur l'immigration, l'insécurité, ce qui est normal parce que on est dans une préoccupation civilisationnelle, je l'évoquais tout à l'heure, mais avec le temps, on a vu aussi émerger un vrai discours sur l'économie, avec des différences d'ailleurs assez fortes, sur également des thèmes pour moi fondamentaux, c'est le déclin éducatif qui a pas assez, je pense que un débat supplémentaire là-dessus aurait été très pertinent. Il a été abordé, je crois, lors du troisième débat, la culture, le comment non seulement on libère l'économie, on libère la création, ce qui doit caractériser la droite, c'est-à-dire comment on oxygène le pays de l'excès de charges, de normes, enfin de tout ce qui nous pénalise en termes de compétitivité, comment ensuite on retrouve l'autorité régalienne, et troisièmement, comment on retrouve l'unité civilisationnelle autour d'une nation soudée qui s'est rassemblée. Bien, les candidats en ont malgré tout parlé. Est-ce que sans marquer votre préférence, quelqu'un s'est détaché dans le sens où il a crevé l'écran, il s'est révélé? Certains disent que la surprise pourrait être Éric Ciotti. Vous le connaissez bien. C'est pas une surprise parce que je le connais très bien, et comme au département on bosse ensemble, et il y a longtemps que je sais que c'est quelqu'un de très structuré, de très clair dans ses convictions, et de très intelligent tout simplement, et qui travaille. Mais on a vu d'autres personnalités de très haut niveau. Vous remarquerez que ce soit Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau se sont abstenus de prendre position. Je pense qu'ils ont bien fait, que nous avons bien fait. Et vous-même? C'est aux membres de LR, voilà, de façon adulte, de choisir le candidat. Et on a des candidats de très bon niveau. Et je pense que c'est bien pour LR, mais c'est surtout bien pour la France, pour la démocratie. Si on pouvait avoir une vraie alternative crédible, une vraie confrontation raisonnable, mais forte, ce serait quand même une bonne nouvelle. Parlons-en, parce que votre élection, David Lisnard, à la tête de l'Association des maires de France, a sonné été perçu en tous les cas comme un désaveu politique pour le président Emmanuel Macron. Est-ce à dire que cette association est un vrai contre-pouvoir et que vous l'assumez ainsi ? Alors c'est pas un contre-pouvoir, c'est pas un pouvoir d'ailleurs, c'est une association, mais c'est une institution indépendante. Et oui, nous l'assumons telle qu'elle depuis 1907 autour des libertés locales. Vous vous rendez compte de la promotion des libertés locales? Rien que de le lire, ça fait du bien. Autour de la défense de la commune, c'est-à-dire de ces communautés d'expérience, ces communautés de pragmatisme, de transcender les clivages partisans pour promouvoir ces libertés locales, l'efficacité et la performance publique de proximité, la responsabilité qui va avec la liberté, et effectivement, la façon dont ce scrutin a été abordé par l'exécutif fait que ça s'est traduit dans la réalité par une défaite pour Emmanuel Macron, mais j'allais dire, c'est indépendant de ma volonté. Moi, j'ai continué ce qui fait la singularité de l'AMF, c'est rassembler des maires non encartés, des maires de gauche, des maires du centre, des maires du droite, pour porter une parole commune des communes précisément, et en face on a vu qu'on a un exécutif qui de temps en temps a un peu de mal à accepter l'indépendance. Indépendant de votre volonté, mais malgré tout, David Lisnard, vous avez contribué à une clarification, notamment autour de Renaud Muselier, qui a finalement quitté les Républicains après avoir milité contre vous et puis contre Éric Ciotti en vue du congrès LR. Est-ce qu'il faut dire clairement que les Macron compatibles n'ont pas leur place chez les Républicains ? Chacun sa maison, chacun son parti. Alors, il y a deux choses différentes. Les maires qui supportent l'exécutif ont leur place à l'AMF, et ça c'est une évidence, même s'ils ne sont pas nombreux. Le deuxième élément, c'est qu'il faut de la clarté. Et c'est tout le contraire du sectarisme. Le sectarisme, c'est mal. La clarté, c'est bien, pour parler de façon très triviale. Et aujourd'hui, nous sommes un parti qui veut apporter une alternative crédible, qui veut porter un projet d'espoir, et qui ne se retrouve pas... On n'est pas manichéen, il y a des choses qui sont bien faites par le pouvoir actuel, mais il y a des choses qui nous paraissent très archaïque. Qu'est-ce qui est bien fait, par exemple? Les ordonnances de travail en début de mandat étaient plutôt, mais c'est pas anecdotique quand on le vit dans l'entreprise, mais c'est pas une vision du pays, quoi. Mais en revanche, il y a une espèce de conformisme techno qui depuis des décennies plombe le pays, et dont je pense. Est-ce qu'il est le corollaire du macronisme? Vous venez de dire, David Lisnard, que ça fait des décennies que cela existe, et vous critiquez souvent à raison d'ailleurs une forme de verticalité, de centralité dans notre pays, mais est-ce que c'est synonyme du macronisme, ou est-ce que c'est tous les pouvoirs
pouvoirs qui ont été centralisateurs en France. C'est synonyme du conformisme. Et ce conformisme... Est-ce que le macronisme est un conformisme? Oui, je le crois. Je pense que derrière la grandiloquence des mots ou des postures très théâtrales, il y a en fait une impuissance des actes. Donc le problème, c'est pas la verticalité du pouvoir, c'est l'impuissance et cette incapacité à dynamiser la société. Cette incapacité à faire confiance. Et donc, il y a le délitement civique est une spirale infernale. Et qui est, ça vient d'abord d'institutions qui ont été progressivement dévoyées. Ça vient d'une personnalité à la tête exécutive qui est quelqu'un qui a d'énormes qualités, mais aussi quelques défauts. Et qui. Mais lesquels? Est-ce que vous diriez qu'il est déconnecté des territoires? Je l'entends par exemple de la part de Xavier Bertrand, et je lui ai souvent posé cette question, je vous la pose à vous ce matin. Comment un président que vous jugez autant déconnecté peut-il avoir un socle aussi solide dans les sondages? Alors, c'est pas la même chose. D'abord, je pense qu'il est... d'abord, socle, quand on est président sortant, à 5 mois d'une élection, d'être à moins de 30%, c'est pas... Alors, c'est sûr qu'on a eu le précédent François Hollande, tout dépend de la référence que l'on a. Ensuite, je crois il y a des efforts qui sont faits actuellement par l'exécutif pour se connecter, comme vous dites, au territoire. Moi, je le mets au singulier parce que je trouve que les territoires au pluriel, c'est déjà une approche un peu technocratique, mais au territoire, au terroir, à la terre, à l'histoire, au pays. Bon. Mais en l'occurrence, on voit bien que lorsque les lois sont souvent des lois d'émotion, des lois d'intention, de bonnes intentions, dont l'enfer est pavé, et vous voyez, lutter contre, par exemple, l'artificialisation des sols, c'est quelque chose de positif, mais ça se traduit dans une loi complètement avec des schémas directeurs qui s'imposent aux communes rurales de façon extrêmement brutale et qui vont en fait bloquer des projets de développement sans rien régler sur le plan environnemental. Donc c'est toute cette façon, à mon avis, obsolète de faire de la politique, c'est-à-dire des grandes annonces qui se traduisent toujours par des lois, alors que la politique c'est aussi l'art de l'exécution, c'est l'art de l'évaluation, c'est l'art également de la délibération, de la capacité... Mais ça fait 40 ans qu'on nous parle de décentralisation, de pouvoir rendu au territoire, à chaque territoire, mais qui peut encore croire sincèrement cette promesse véritable, serpent de mer? D'abord parce que ça n'a pas été fait, comme vous le dites, depuis les grandes lois de décentralisation de fer de 82, 83, et ensuite les lois Raffarin, ça a été le contraire. À chaque fois qu'on a parlé de décentralisation, c'était soit de la déconcentration, il y a eu des erreurs majeures, comme le fait de régionaliser les services de l'État, qui n'ont ni la verticalité du national, ni la proximité du local. Et aujourd'hui, écoutez, moi je faisais pas de politique il y a 40 ans, en tout cas j'étais pas engagé comme aujourd'hui, et on est un certain nombre à apporter des solutions très, très précises pour retrouver le principe de subsidiarité, pour dire que la vraie révolution, elle est là. L'individu doit s'aguerrir, on doit d'abord régler nos problèmes, et si on peut pas les régler nous-mêmes, on les règle avec la communauté de proximité. Et ensuite, on remonte vers l'État, un État fort, recentré sur le régalien, sur l'égalité, enfin surtout l'équité, et non pas qui s'occupe de vous autoriser à mettre un panneau solaire sur un local poubelle ou un décret ministériel pour faire un skatepark dans David Lisnard, décentralisation. Parce que c'est ça aujourd'hui. Oui, d'accord, mais décentralisation ne veut pas dire autonomie, parce que là, on est à deux doigts de vous dire, alors vous êtes pour le débat pour l'autonomie pour la Guadeloupe. C'est un rapprochement un peu rapide, c'est-à-dire de lancer un débat sur l'autonomie d'un département d'outre-mer au moment où ce département est en feu, c'est d'un cynisme. Ces débats-là doivent être regardés de façon sérieuse, dans le cadre d'une vision du pays, pour que le pays soit soudé, mais qu'il soit dynamique localement. Lancer ça, c'est une façon de renvoyer de façon extrêmement cynique une responsabilité d'une situation vers des élus locaux, là où ce qui est en carence manifestement, c'est l'État régalien, une fois de plus. On va conclure aussi, David Lisnard, sur la préoccupation de tous et des maires en particulier, la situation sanitaire. Ils sont inquiets, les maires, ils ont mis beaucoup du leur pendant la crise avec les masques, les vaccinodromes. Vous-même, en tant que maire de Cannes, vous êtes aux avant-postes. Quelles mesures supplémentaires là faudrait-il prendre pour se prémunir enfin contre la 5e vague et le nouveau variant, selon vous? Alors, il faut vacciner. On a depuis hier des problèmes à nouveau de logistique, d'acheminement des doses, puisque hier, par exemple, on nous a dit vous deviez avoir 495 flacons de Pfizer, vous n'en aurez que 155, je crois ne pas me tromper, et vous devrez passer à du Moderna. Donc, il faudra expliquer à des personnes qui changent de vaccin, ce qui n'est pas le plus simple. Donc on est toujours face, d'ailleurs Philippe Juvin le disait très bien hier soir, à des vrais problèmes de logistique, mais surtout je pense qu'il faut qu'on sorte de l'hystérie sur le Covid. C'est grave, c'est lourd. L'hystérie, on communique sur la peur, l'angoisse aujourd'hui. Mais pas qu'en France d'ailleurs. Aujourd'hui on confond le nouveau variant et la 5e vague. Cette 5e vague, elle était modélisée depuis des mois. On voit bien les effets cycliques, mais on voit bien qu'à chaque fois, on était 47 000 cas hier, mais que heureusement la courbe hospitalière qui monte, certes, mais ne monte pas de façon exponentielle, est parallèle maintenant à la contamination, grâce notamment à la vaccination. Donc il faut qu'on regarde, qu'on anticipe ce qui va arriver. Il y aura aussi une 6e
sixième vague, il y aura des variantes, la létalité ne semble pas augmenter, et qu'à un moment donné, on regarde ce qui est en train de se passer, c'est que sous couvert de Covid aussi, on justifie un délire de la dépense publique. En 2021, de sources gouvernementales, et on verra que ça sera pire, 66 milliards d'augmentation de dépenses de l'État, dont 45 milliards ne sont pas liés au Covid. Ce sont des bombes à retardement, et vous verrez que dans un an, quel que soit l'exécutif, on va à nouveau avoir du conformisme fiscal, on va à nouveau aller piocher chez les entreprises, les ménages et les collectivités, et à nouveau affaiblir la compétitivité du pays. Aborder Mais c'est un sujet majeur. Comme si la France n'avait plus de problème. C'est un sujet majeur, de même que l'inflation. Vous savez, cette injection d'argent public, qui n'est pas connectée à un processus de production de biens ou services, ça, mécaniquement, ça augmente l'argent par biens et services. Donc ça s'appelle l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle est en train de s'enquister dans le pays. La prochaine étape, c'est simple, le laxisme dans la dépense publique précède l'inflation. Le laxisme dans l'inflation précède la hausse des taux d'intérêt. 1 point d'augmentation du taux directeur des taux d'intérêt en France, c'est 32 milliards d'euros de dégradation budgétaire. Votre alerte et ce le matin. Pouvoir d'achat, là, il en pâtira. Parce que l'inflation détruit le pouvoir d'achat. Et c'est pas en répondant avec des mesures complètement archaïques, étatistes, de chèque énergie, de chèque pouvoir d'achat, qui alimentent la spirale de la folie inflationniste. Oui, enfin, au pouvoir, peut-être que vous l'auriez fait aussi. Ah non, madame, pardonnez-moi. Pas de chèque. Vous n'auriez pas réglé le problème du pouvoir d'achat des familles les plus modestes. Le problème du pouvoir d'achat des familles modestes, c'est le problème de la rémunération. Et le problème de la rémunération par la production précède la rémunération. Tant qu'on n'aura pas une politique de l'offre, une politique de compétitivité, on n'aura pas de pouvoir d'achat. Oui, mais c'est à long terme. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, David Lisnard, et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. 4,9% sur un an, l'inflation. Gros sujet. On nous prédisait 1,7. Oui, tout à fait. Merci Sonia Mabrouk, merci David Lisnard. À suivre.